Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez et que tout est clair. Je vous souhaite une bonne journée internationale de la femme et merci d'être ici avec nous pour célébrer cette journée. La plupart de nos conversations aujourd'hui se dérouleront en anglais et nous avons une interprétation simultanée de l'anglais vers le français. En bas à gauche de votre écran, où vous voyez écrit floor, sol, vous avez la possibilité de choisir la langue de votre choix. D'aujourd'hui sera principalement en anglais et nous avons un service d'interprétation simultané vers le français et l'anglais. Vous verrez au bas de votre écran, à gauche, là où il est écrit floor, que vous pouvez opter de suivre la discussion dans la langue de votre choix. We're also Nous avons également un service de vidéo et nous sommes enregistrés et cela apparaîtra sur notre chaîne YouTube par la suite. Donc tout d'abord, je voudrais vous présenter euh, la vice-présidente Dominique Charron, qui est la vice-présidente et c'est elle qui va donner des remarques d'introduction, qui va faire les remarques d'introduction. Merci, Erin. Oui, merci. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à tout le monde et je vous souhaite une bonne journée internationale de la femme. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer cette journée avec ces experts sur Covid et la crise des soins et la situation dans les pays à faible et moyen revenus. I'm speaking to Algonquin et Anishinaabe. Euh, Puisque nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de la femme, reconnaissons aussi la contribution des femmes autochtones au Canada et partout dans le monde, sans oublier les défis qu'elles ont relevés et auxquels elles font toujours face. La Journée internationale des femmes est un événement mondial pour célébrer les réalisations sociales, scientifiques, économiques et politiques des femmes, tout en appelant à de nouvelles avancées en matière d'égalité des genres. This year's global theme for International Women's Day is Women in Leadership. Le thème de cette année, c'est les femmes et le leadership. Et nous célébrons les contributions des femmes pendant la pandémie et le fardeau disproportionné, on ne célèbre pas cela, mais auquel elles ont eu à faire face. C'est quelque chose que nous reconnaissons et l'impact direct et indirect de la pandémie dans le monde entier, les pertes d'emplois, à la différence des autres récessions pendant la pandémie, il y a 2 fois plus d'emplois qui ont été perdus et il y a 748 millions de femmes qui travaillent dans le monde et ce travail constitue 2 tiers des femmes et pendant les confinements, ces emplois ont disparu et cela a eu un effet catastrophique sur les revenus des femmes, surtout pour celles qui vivent dans la pauvreté. C'est quelque chose de tout à fait disproportionné. La violence est un autre problème auquel les femmes ont besoin à faire face. 243 millions de femmes ont eu à faire face à des problèmes de violence sexuelle pendant les 12 derniers mois. C'est plus c'est beaucoup plus que ce qu'il s'est passé avant la pandémie. L'éducation est un autre problème. Les jeunes filles subissent l'impact de la pandémie. Euh, L'année dernière, il y a beaucoup d'écoles qui ont été fermées et 91% des jeunes filles ont été affectées par ce problème. Il y a un risque, il y a toujours un risque. Plus de 20 millions de filles ne reviendront jamais à l'école parce que
elles doivent soutenir les foyers où elles ont des enfants. Les obstacles sont beaucoup plus difficiles pour elles. Et également, au niveau de la science, les femmes qui sont des scientifiques subissent ce problème de perte d'emploi beaucoup plus que leurs collègues masculins, et encore plus dans les pays en voie de développement. Il y a beaucoup moins de publications qui sont faites par les femmes scientistes. Euh, elles ont à faire des choix. euh, et parfois, elles doivent passer plus de temps dans cette économie de soins. Euh, est un principe important du gouvernement du Canada, comme l'illustre la politique d'aide internationale féministe. Le Centre de recherche pour le développement international, le CRDI, contribue aussi à la mise en place de cette politique pour s'assurer que les engagements déclarés en faveur de l'égalité des genres et des droits des femmes se traduisent par des actions concrètes et efficaces grâce aux résultats de recherche. We now recognize that women stand at the front lines of the COVID. Nous reconnaissons que les femmes sont en première ligne de cette crise de la pandémie et elles ont dû subir le fardeau de cette crise et au niveau également physique et mental et en particulier pour les minorités ethniques. Au cours de 2020, nous avons investi dans la recherche au CRDI et nous avons essayé de mobiliser des preuves pour informer les réponses politiques et économiques et d'autres secteurs également. Nous avons également essayé de traiter du problème de l'éducation et nous nous sommes concentrés pour remédier à tous les problèmes d'inégalité. La pandémie, il y a un progrès qui a été fait au niveau de l'égalité des sexes. Nous avons lancé une stratégie de 10 ans pour avoir le plus d'impact possible au niveau de l'inclusion des genres. Et le contexte actuel est assez difficile et je suis heureuse d'annoncer qu'aujourd'hui, c'est une opportunité sans précédent et il y a une initiative qui va être lancée dans les jours à venir. D'une valeur de 8 millions, identifiera des approches novatrices pour promouvoir les carrières des femmes scientifiques dans les pays du Sud, ainsi que d'améliorer l'intégration de l'analyse des genres dans les domaines des sciences naturelles et technologiques. Notre événement aujourd'hui marque le lancement officiel du portefeuille de projets sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Est. Today's event marks the official launch. Cet événement est le lancement du portefeuille de lancement et cette initiative a été fondée par différentes organisations dont CRDI. Donc il faut y avoir des changements transformatifs et il faut remédier au problème de la ségrégation des genres et redistribuer le travail non rémunéré. Nous avons également un rapport qui va être publié. Cette conversation n'aurait pas pu être à un meilleur moment, c'est également un assez mauvais moment bien sûr. Les femmes ont à supporter un impact qui dure depuis plus d'1 an et il faut arriver à sortir de cette situation. Nous nous engageons à faire en sorte que les recherches tiennent compte de tout cela. Aujourd'hui, I'd like to really thank our panelists who will delve deeper into today's theme. J'aimerais remercier nos conférenciers aujourd'hui qui vont traiter du sujet du contexte de la pandémie. Affaires mondiales Canada pour sa participation aussi aujourd'hui. Ensemble, notre but est de mettre en lumière les évidences et les données émergentes, les options
politiques et les solutions possibles pour créer un avenir plus inclusif pour les femmes des pays à revenus moyens et faibles et pour contribuer à un meilleur avenir pour tous et toutes. We expect that this work Nous espérons que ce travail avec les efforts de nos partenaires nous permettra de prendre des mesures concrètes pour avoir un développement durable pour le futur des femmes et d'autres développements durables maintenant et par la suite. Je vous remercie beaucoup. Journée internationale de la femme. Erin, on a l'impression qu'on a perdu notre modérateur. La voilà, la voilà. Bien. On ne vous entend pas. Bien, bien, merci Erin. Merci à Dominique, merci pour ces remarques d'ouverture. Je viens de réaliser que je ne me suis pas présenté. Mon nom est Erin Tanzi. Je suis directeur de l'inclusivité durable à l'IDRC. Et tout d'abord, je voudrais revenir un petit peu sur les remarques de Dominique. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos panélistes. Je vous expliquerai tout à l'heure qui ils sont. Tout d'abord, nous avons Kate Grantham, qui est la fondatrice et consultante principale de FemDev. Elle est la présidente de l'Association canadienne d'études et de développement international et l'auteur principal du rapport intitulé Examen des données probantes relatives à la crise touchant le travail des soins à l'échelle mondiale et voies à suivre pour la relance et la résilience post-Covid-19. On a également Sabrina Habib, qui est la cofondatrice et chef de l'exploration Akidogo Innovations, une entreprise sociale qui fournit des services de garde d'enfants au Kenya. Caroline Kabirou, directrice de l'unité de dynamique démographique et de la santé reproductive de l'African Population and Health Research Center. Et finalement, Roudaba Nasir, qui est chef de file mondial pour l'initiative Relever le défi de la garde d'enfants et d'emploi des femmes au secrétariat de la société. Et comme Dominique l'a mentionné, nous avons une Cheryl Urban, qui est l'une de nos collègues, qui est responsable du développement technique, et c'est elle qui fera les remarques finales. Donc, l'événement est organisé comme un dialogue où nous aurons une conversation qui sera divisée en deux parties. Pendant la première partie, nous allons nous concentrer sur ce qu'est la situation, ce qu'il se passe au niveau des soins, quelle est la crise, en quoi elle consiste et comment cela a été exacerbé par la pandémie. Et après cela, nous parlerons de solutions et nous verrons en détail les solutions que nos conférenciers proposent. Donc c'est une conversation modérée qui prendra à peu près 40 minutes et nous aurons 20 à 25 minutes pour les questions. Je remercie ceux qui ont déjà envoyé leurs questions par courriel et je voudrais vous inviter, si vous avez des questions, à les écrire dans la messagerie qui est sur la droite de votre écran. Vous écrivez votre question, vous mettez votre question en direct et nous essaierons à répondre au plus grand nombre possible. Mais tout d'abord, j'aimerais parler avec nos conférencières qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine et elles vont partager leurs connaissances. Pourquoi maintenant? Pourquoi faut-il parler de cela maintenant? Donc, pour commencer, nous allons parler à
Kate qui est l'auteur de ce nouveau rapport. Kate, ce rapport arrive à un point nommé et aborde un problème auquel les femmes et les familles du monde entier sont prises au milieu de cette crise de la pandémie. Le rapport souligne que la crise de la garde d'enfants existait bien entendu auparavant, mais maintenant c'est un point très critique et ça souligne l'urgence d'agir. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus ce qui vous a conduit à cette conclusion? Merci Erin et merci de m'avoir invité, l'IDRC de m'avoir invité. C'est quelque chose avec ces co-conférencières remarquables dans cette journée internationale de la femme. C'est vrai que ce rapport arrive à un très bon moment. Les données que nous avons, c'est que Covid est quelque chose qui aggrave les conditions préexistantes, en particulier dans les pays avec des revenus faibles ou bien limités. Donc nous avons 5 voies clés que nous avons examinées: la dynamique des soins ménagers, le travail et les moyens de subsistance des femmes, l'éducation des enfants, l'apprentissage précoce. Et comme Dominique l'a mentionné, la fermeture des écoles et des centres de soins, ça n'a fait qu'aggraver la crise, et ce fardeau tombe sur les épaules des femmes qui faisaient 3 fois plus de travail non payé que les hommes. Donc le temps qu'elles passent à s'occuper des enfants a augmenté d'environ 34%. Dans les pays qui ont des données. Elle travaille plus de 30 heures par semaine à s'occuper des enfants. C'est presque une journée, une semaine de travail. Les hommes les aident, mais dans beaucoup de contextes, les hommes n'aident pas, mais il y a une violence domestique qui se développe contre les femmes, et on appelle ça une pandémie fantôme. Les adolescentes qui ne sont pas scolarisées à cause du Covid doivent également s'occuper de leurs frères et de leurs sœurs. Dans 6 pays, 60% des parents ont signalé que leurs filles s'occupent de leurs frères et de leurs sœurs. Cela se fait au détriment du temps qu'elles consacreraient aux études ou à leurs loisirs ou à toutes sortes d'apprentissages. Et un rapport fait par Malala Fond a soulevé l'inquiétude du fait que 20 millions de filles risquent de ne pas retourner à l'école après Covid à cause de la pauvreté croissante, du fait qu'elles sont sur le marché du travail et l'augmentation des taux de mariage. C'était la même situation à la suite de l'épidémie d'Ebola. Les femmes sont également évincées du marché du travail. Les enceintes, il y a un déclin au cours du deuxième trimestre 2020 qui est beaucoup plus important pour les femmes que pour les hommes. Ce déclin peut être attribué au fait que les femmes doivent quitter l'emploi pour s'occuper des enfants, parce qu'elles travaillent dans des secteurs comme le détail ou la restauration. Et, et, euh, et s'il y a des enfants qui choisissent de ne pas travailler pour revenir par la suite, il y aura un impact à très long terme, et les femmes retourneront à des postes moins rémunérés et moins qualifiants. Le secteur mondial de la garde d'enfants, qui est prédominance féminine, a également souffert du Covid. Les garderies connaissent une baisse de la demande et des revenus en raison des confinements, et en même temps, les coûts de fonctionnement ont augmenté pour se conformer au protocole de santé et de sécurité du Covid. Dans de nombreux contextes, un grand nombre de garderies ont fermé. De nombreux agents de garde d'enfants, y compris les travailleurs des centres et les travailleurs domestiques qui s'occupent des enfants dans les ménages, ont perdu leur emploi pendant le Covid ou ont vu leurs heures de travail considérablement réduites. Ceux qui continuent à travailler ont des charges qui sont plus lourdes, ils ont des problèmes pour se rendre au lieu de travail, et il y a une protection limitée vis-à-vis du virus. Ce que nous constatons, c'est qu'il y aura des conséquences à long terme pour le secteur de la garde d'enfants, et la disponibilité des services
de garde d'enfants dans de nombreux pays, à moins qu'un soutien adéquat ne soit mis en place. Si- il n'y a pas eu de mobilisation au niveau du secteur public, au niveau du secteur privé. Selon ONU Femmes et PNUD, seulement 8% des réponses économiques mondiales au Covid ont abordé les soins non rémunérés, encore y compris la garde d'enfants, et 2 tiers des pays n'ont adopté aucune mesure. Dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, les gouvernements et les IFI ont largement échoué à traiter des soins non rémunérés dans les plans de relance budgétaires et la réponse Covid-19. Cette absence d'action ne peut pas continuer. Merci Kate, merci. Et maintenant, je voudrais m'adresser à vous, Sabrina. Vous dirigez une entreprise sociale qui s'appelle KidGo, dont la mission est d'améliorer la qualité des soins à la petite enfance dans les communautés. Et l'une des innovations de l'initiative GROW qui va être étudiée, quel a été l'impact de la pandémie sur les femmes les plus marginalisées avec lesquelles vous travaillez? Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain? Mercy. So the pandemic, I wish I could give a more hopeful picture to Kate's. En fait, j'aimerais pouvoir donner une vision plus optimiste que Kate, mais en fait, la pandémie est très dure pour tout le monde et ça a souligné le fardeau supplémentaire, pour les femmes. Ce que nous avons fait pour notre réponse, c'est qu'avec, les 4 000 familles qui sont dans notre, réseau, nous vérifions. Nous avons également une ligne, dédiée où les familles peuvent nous poser leurs questions et nous avons, grâce à ces 2 activités, une idée de ce que vivaient les familles et ce qui s'était passé au cours des 9 mois derniers. Et voilà les résultats. Donc on va commencer avec les femmes, les mères. Imaginez que vous soyez la maman de 2 à 3 enfants qui vivent dans une toute petite, maison. Vous travaillez dans un secteur informel, vous vendez de la nourriture dans la rue, vous lavez du linge, vous gagnez quelques dollars par jour. Donc la vie est déjà très dure pour vous et la pandémie arrive, et au début de la pandémie, avec ses incertitudes, la peur de l'inconnu, et cetera. Mais au bout de quelques mois, vous vous rendez compte que vous ne gagnez pas autant d'argent parce que personne n'a d'argent à dépenser et vous vous demandez: «Mais comment est-ce que je vais nourrir ma famille? Comment je vais nourrir mes enfants?» Et on arrive au mois d'août, et on a vu, que les personnes nous parlaient donc, de violences contre leurs enfants, ou que nous disaient que leur mari était très stressé, avait tendance à boire et rentrer à la maison et passer leur colère, sur, leurs enfants. Et quand on entend que, je sais que on doit faire preuve de, positivité, mais en fait, ils rentrent à la maison et ils frappent leurs enfants. Et on peut, comprendre ces mères qui sont très stressées. Et au mois d'octobre, au bout de 6 mois de pandémie, le sentiment, c'était que les femmes étaient épuisées. Quand est-ce que cette pandémie va s'arrêter? Quand est-ce que la vie va revenir à la normale? Et donc on a une tendance, qui est qu'il y avait un tel stress maternel qui s'est accumulé mois après mois. Et quand on regarde l'impact sur les jeunes enfants, qu'il y ait une pandémie ou pas, leur cerveau se développe, et pendant ces moments de stress toxique, très importants, l la meilleure, solution, c'est d'essayer de pouvoir, les garder, en faisant preuve de responsabilité, mais vous n'avez pas les moyens de le faire. Et je crois qu'on ne va pas voir le véritable impact, qu'on ne verra le véritable impact que quand ils seront plus âgés. Alors, ce sont les adolescentes qui ont souffert le plus. On s'est rendu compte que dans
un tiers des familles, ce sont les adolescentes qui ont assumé toutes les responsabilités. Et quand on regardait le travail qu'elles devaient faire à l'école, par le biais de WhatsApp, etc., ce sont les adolescentes qui avaient le plus de difficultés à faire ces exercices, à trouver le temps pour le faire par rapport aux adolescents. Et on verra que au mois de janvier cette année, on va voir est-ce que les garçons et les filles retrouvent le même équilibre en ce qui concerne les personnes qui travaillent dans le domaine de la garde d'enfants. Ce sont essentiellement des femmes. Et lorsque les écoles ont été fermées l'année dernière, ce sont les enfants les plus âgés qui s'occupaient des jeunes. Et à la fin de l'année dernière, 60% des centres avaient réouvert, mais avec des capacités réduites. Au Kenya, on n'a pas de données. Donc, ce que l'on a vu sur le terrain, d'après nos estimations, au moins un quart n'ont pas réouvert et vont être fermés de manière permanente. Au moins un quart d'entre eux, de ces centres. Et ceux qui ont réouvert se débattent parce que les parents ne peuvent plus se permettre de payer les frais à 100%. Donc, à ce moment-là, les centres prennent davantage d'enfants pour pouvoir joindre les deux bouts. Et on voit que on a donc une fréquentation très importante de ces centres et ça n'est pas bon pour les enfants. Donc, pour résumer cette vision très pessimiste, ça fait 7 ans que nous travaillons dans ce domaine et je n'ai jamais rien vu de tel. Nous vivons une crise, mais il faudrait voir les choses comme une opportunité et voir ce que l'on peut faire dans les discussions que l'on va avoir pour qu'il y ait un meilleur avenir pour les personnes qui travaillent dans ce domaine. Merci, merci Sabrina. C'est vraiment très intéressant. C'est tout à fait incroyable ce qui se passe sur le terrain. Je voudrais revenir sur le point que la crise des soins a des impacts importants sur les femmes et sur les revenus qu'elles ramènent. Caroline, vous avez travaillé sur l'impact des centres sur les femmes dans les environnements à faible revenu. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez trouvé dans ce contexte? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci de me donner cette occasion. En ce qui concerne le programme du CEDF, le Centre de recherche sur la population et la santé en Afrique ont conduit une étude entre 2014 et 2017 pour étudier l'effet sur le soutien en matière de garde d'enfants. Et on a trouvé que d'après cette étude qui a été effectuée au Kenya, près de la moitié des femmes donc avaient un enfant de moins de 5 ans et cette situation est probablement similaire dans un grand nombre de pays d'Afrique subsaharienne. Pour beaucoup de ces femmes avec de jeunes enfants, en particulier celles qui étaient dans le segment des faibles et moyens revenus, c'est une nécessité d'avoir une activité plus qu'un choix. Et nous nous sommes rendus compte que les mères qui travaillaient contribuaient à hauteur de 50% des revenus du foyer. Et contrairement aux hypothèses selon lesquelles un grand nombre de femmes en Afrique subsaharienne ont des proches qui peuvent leur garder leurs enfants, les études ont montré que ce n'était pas le cas. Par exemple, on s'est rendu compte dans une étude que presque une femme sur 5 était une femme seule qui ne recevait aucune aide financière pour la garde d'enfants. Et nous avons donc conçu une étude qui s'est intéressée aux essais aléatoires contrôlés qui a comparé donc les femmes qui recevaient des bons pour pouvoir faire garder leurs enfants. Nous avons également conduit des entretiens pour essayer de comprendre les défis auxquels ces femmes étaient confrontées, dans le fait qu'elles devaient trouver un équilibre entre le travail et le fait de garder leurs enfants.
Et je vais vous parler donc des résultats de cette étude aléatoire. Mais dans nos entretiens qualitatifs, les mères mettaient l'accent sur le défi auquel étaient confrontées et le fait que lorsqu'elles devaient travailler, qu'il n'y avait personne pour garder leurs enfants, le choix était soit d'emmener leur enfant au travail ou de le laisser à la maison. Et les deux options, comme l'a mentionné Sabrina, en fonction du type de travail qu'elles occupaient, les deux options comportaient des risques en ce qui concerne la sécurité de leurs enfants. Alors, notre étude a été effectuée bien avant la pandémie et je crois que Sabrina et Kate ont souligné un certain nombre de points qui, on imagine, ont dû se passer sur le terrain et les résultats de cette étude, donc, ont montré et c'est assez proche de ce dont a parlé Kate. À la mi-2020, le bureau du Conseil de la population au Kenya a effectué une recherche, dans un certain nombre, d'endroits, à Nairobi et s'est rendu compte que les femmes, hem, étaient 2 fois plus à même, d'effectuer des travaux, domestiques non rémunérés et la moitié de ces femmes dans cette étude ont, mentionné que cette augmentation du travail domestique avait un impact négatif sur leur aptitude à gagner de l'argent. Et en fait, le le revenu des hommes et des femmes a augmenté. Pour la moitié des femmes, elles ont mentionné qu'elles n'ont rien gagné pendant la pandémie. Et ça, cette situation, est, rendue pire par le fait qu'il n'y a pas de proches pour regarder les enfants. Et donc on voit les effets négatifs de la crise du Covid-19. Merci. Merci Caroline, c'est très intéressant. Je voudrais maintenant me tourner vers Rudaba. Donc, la Société financière internationale travaille dans le secteur privé et dans le rôle joué par le secteur privé pour traiter de cette question des soins non rémunérés. Alors, en quoi la crise a impacté le secteur privé? Merci, Erin. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être ici et de célébrer avec vous la Journée internationale de la femme et de parler de la garde d'enfants et des soins de manière générale. Comme vous l'avez mentionné, Erin, donc l'IFC, depuis 2016, a fait beaucoup de recherches dans le cadre de notre initiative pour relever le défi de la garde d'enfants avec le soutien du gouvernement du Canada pour souligner donc les pratiques pour subventionner la garde d'enfants, pour développer des politiques qui soient plus à même, plus compatibles avec les familles et les congés payés, le travail flexible, etc. Et l'IFC a travaillé pour, dans ce sens et pour s'assurer que les employés soient heureux et productifs avec leur famille. Je crois qu'on avait fait un très bon travail pour établir le modèle économique, mais nous avons également travaillé avec des gouvernements, avec des sociétés privées, avec la Banque mondiale, avec d'autres entités pour aider à la mise en œuvre de ces politiques familiales. Et en- on a connu un élan important pendant euh, euh, la pandémie avec une intégration et pour engager à la productivité. Et comme beaucoup de mes collègues, comme l'ont dit beaucoup de mes collègues, cette pandémie a eu des effets très indésirables sur les mères qui travaillent parce qu'elles ont dû faire face à des difficultés sans précédent. Et ce contexte a déjà fait reculer un grand nombre d'acquis. Beaucoup de sociétés, des grandes et des petites, ont reconnu que pour pouvoir atteindre une relance résiliente et durable, il était impératif qu'il fallait soutenir les besoins de garde d'enfants
ainsi que l'intégration au travail de leurs employés. Par exemple, à Fidji, notre recherche, il y a quelques années, a montré que les sociétés privées perdaient 30 jours par employé par an en raison des problèmes des enfants, et ceci a augmenté avec la crise du Covid 2019. Et donc, les gouvernements ont dû prendre des mesures, et avec nous, ils ont signé un accord la semaine prochaine pour concevoir les premiers services d'aide aux enfants avec une participation active du secteur privé. On voit qu'il y a une dynamique importante entre le secteur public et privé, et je crois qu'il y a encore beaucoup de place pour établir des partenariats avec le secteur privé. Merci beaucoup. Merci Roudaba, c'est très intéressant. Le rôle du secteur privé est très important, et je crois que sans lui, je pense que les choses avanceraient beaucoup plus lentement, et il est très intéressant que vous parliez des politiques qui puissent être adoptées, même assez rapidement, même pendant la pandémie. C'est quelque chose qui mérite d'être regardé de plus près. Alors, ceci est une bonne transition pour passer à l'aspect des solutions. Donc, je voudrais demander aux panélistes, qu'est-ce qui pourrait être fait? Alors, vous pouvez utiliser la conversation en ligne pour ceux qui veulent poser des questions aux membres du panel. On va retourner vers Kate. Donc, Kate, dans votre rapport, il y a des recommandations spécifiques, et je pense que ça serait intéressant de pouvoir entendre certains des points du rapport sur les études que vous avez faites pour les pays à faible et moyen revenu. Peut-être vous pouvez mentionner les 5 points principaux? Oui, bien sûr. Donc, dans notre rapport, nous fournissons des recommandations spécifiques qui peuvent être exportées dans différents contextes, comme pour les gouvernements, le secteur privé et d'autres acteurs de développement clés, en mettant l'accent sur les pays à faible et moyen revenu. Et ça comprend des mesures comme le fait de reconnaître, de réduire et de redistribuer le travail de santé non rémunéré, de récompenser le travail rémunéré et de garantir la représentation donc de ces travailleurs dans le domaine des soins vis-à-vis de leurs employeurs et des États. Donc, beaucoup de ces recommandations ne sont pas nouvelles, mais ceci dit, elles acquièrent une importance particulière en temps de pandémie. Et donc, je vais mettre l'accent sur les pays à faible et moyen revenu, mais j'invite tout le monde à lire l'intégralité du rapport. Donc, les femmes et les jeunes filles, le fardeau qui pèse sur elles doivent être reconnu, réduit et redistribué. Les gouvernements doivent accélérer leurs investissements de manière à avoir des services publics qui soient plus égaux en termes de genre. Les familles doivent passer moins de temps à s'occuper de leurs enfants lorsqu'elles ont ces services publics à disposition. En Afrique de l'Ouest, plusieurs gouvernements ont subventionné ou en fait complètement couvert le coût des factures d'électricité et d'eau pendant le Covid. Et ça, c'est quelque chose de très positif. On aimerait voir davantage de mesures dans ce sens. Les gouvernements et les employeurs ont également besoin de soutenir les foyers pour qu'ils puissent gérer les gardes d'enfants avec une assistante sociale ou une autre forme de protection sociale, et mettre l'accent sur les parents seuls, les travailleurs essentiels et les travailleurs du secteur informel. Et les employeurs ont un rôle à jouer dans l'adoption donc de mesures qui soient compatibles avec les familles. Donc, pour traiter des causes racines de ce fardeau qui pèse sur les femmes et les jeunes filles, les gouvernements et les sociétés civiles doivent prendre des mesures pour changer les normes sociales concernant la garde d'enfants, organise les ateliers sur le changement au niveau du genre. Les campagnes de médias ont montré donc qu'on pouvait augmenter l'implication des garçons et des filles, des garçons et des hommes. Donc, dans certains pays, les travailleurs dans le domaine
des soins ont été identifiés comme cibles pour recevoir donc ces aides. En Thaïlande, par exemple, les travailleurs domestiques peuvent s'enregistrer pour recevoir un transfert de 150 $ par mois si leur aptitude à travailler et à gagner de l'argent a été touchée par la crise du Covid. Et finalement, il faut que les travailleurs dans le domaine du soin soient représentés vis-à-vis de leurs employeurs et de l'État. Ça peut être fait par le biais de syndicats, de groupes. Et un exemple un exemple intéressant, c'est en Équateur où le syndicat des travailleurs domestiques avec le ministère du Travail et le Conseil national pour l'égalité des genres, et donc ils ont travaillé à la promotion donc d'une application sur téléphone. Les pays qui vont sortir donc de la phase de réponse urgente vont être confrontés à des choix difficiles en ce qui concerne le coût de la relance. Le fait d'imposer des mesures d'austérité va être une tentation évidente, mais elle se fera et elle aura un coût énorme pour les systèmes de garde d'enfants qui ont montré à quel point ils étaient importants. Investir dans la garde d'enfants va permettre d'avoir une relance plus inclusive. On peut avoir un impact direct en créant de l'emploi dans le secteur des soins, mais également en diminuant les contraintes qui pèsent sur les femmes et qui les éloignent du travail. Et cela va nécessiter des ressources publiques et privées. Il va falloir un changement dans le fait qu'on reconnaisse une garde d'enfants responsable comme quelque chose d'essentiel pour la société plutôt que d'être uniquement du ressort des femmes. Absolument. Merci. C'est tout à fait essentiel. Je vous encourage. Je crois qu'il y a un lien sur la messagerie. Alors, je voudrais maintenant passer à Sabrina. Vous avez parlé d'une solution gagnante-gagnante, en particulier pendant le contexte du Covid. Quelles sont and innovations that could be scaled up? Quelles innovations pourraient-elles avoir lieu? C'est une situation gagnant-gagnant. C'est quelque chose de vraiment apparent pour les enfants. C'est un meilleur début dans la vie pour euh, c'est parfait pour les mères qui peuvent chercher des emplois, avoir ce repos d'esprit, pour les filles qui n'ont plus besoin de s'occuper de leurs frères et de leurs sœurs et qui peuvent aller à l'école régulièrement. Et cette situation gagnante, c'est meilleur pour tout le monde, pour les employeurs, c'est pour la productivité. Euh, et c'est parfait pour l'économie d'avoir beaucoup plus de gens qui peuvent travailler. C'est gagnant pour tout le monde. Mais pour que cela puisse marcher, c'est quelque chose qui doit être disponible pour les masses. Et cette hypothèse, selon... il y a beaucoup de mères qui ne travaillent pas et qui ne sont pas supportées. Et c'est comme Caroline l'a dit, c'est que parfois il n'y a pas un soutien suffisant. Donc il y a un nouveau document sur la garde d'enfants. Il y a 349 millions d'enfants qui ont besoin d'être gardés et qui n'y ont pas accès à ces garderies. Donc il faut combler ce fossé. C'est une question de millions de dollars. Comme les prestataires de services doivent penser à cela. Si on fait ça pendant des centaines d'années, c'est ce qu'on veut faire, on n'arrivera jamais à toucher tous les enfants. Donc il y a beaucoup d'organisations pionnières dans le monde qui font ce genre de travail. Nous avons des problèmes, des contraintes liées aux finances, donc on a besoin d'aide.
Mais le fait de reconnaître que nous sommes une partie de la solution et non pas toute la solution, euh, j'attends un bébé, 6 mois, et j'ai pensé beaucoup, merci, j'ai beaucoup pensé à ce concept. Il faut tout un village pour élever un enfant. Donc, s'il va falloir un village pour résoudre ce problème. Donc, quand vous pensez à ce village, de qui a-t-on besoin? Du gouvernement? On a besoin de politiques progressives, cumulatives, on a besoin de financement, on a besoin de subventions, en particulier pour les populations qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas les moyens d'avoir ces soins de qualité. C'est le secteur privé. euh, euh, je pense que on en reparlera plus en détail. Et c'est les académiques, les collèges. Donc, c'est quelque chose qui doit être, la garde d'enfants doit être une profession. Et les médias, si les communautés et les parents ne pensent pas qu'il est important pour les enfants d'apprendre, ce qu'il se passe dans une garderie n'a pas d'importance. Il faut que donc il faut des campagnes médiatiques pour faire changer la perception. Pourquoi est-ce que la qualité est importante pour ces gardes d'enfants? Le village a besoin de la société civile pour changer un petit peu ces points de vue qui sont enracinés, et il faut un financement également pour que cela fonctionne, en particulier parce que euh, euh, les gouvernements et le secteur privé traitent de cela, mais est-ce que la philanthropie pourrait intervenir et améliorer la situation? Je pense que la clé, on a besoin de parler, de se parler les uns les autres. Donc, si les chercheurs répondent aux questions de chercheurs et les politiques aux questions politiques, on ne va jamais avoir de résultats. Si les gouvernements créent des politiques qui ne font pas face à la réalité, c'est quelque chose qui ne marchera jamais. Et si les financiers également ne s'occupent pas des priorités, c'est quelque chose qui ne fonctionnera jamais. J'aimerais avoir une réponse à cela, mais c'est quelque chose de très complexe, une situation très complexe. Il faut un effort concerté et collaboratif, et je pense qu'on peut y arriver, et c'est le moment d'agir. Il y a beaucoup de dynamisme pour cela, et c'est le moment d'agir. Merci Sabrina. Je pense on a un village ici, on a plus de 100 participants qui partent dans cette discussion. Donc je pense que nous prenons tous des notes, et on va voir de ce que les conférencières suggèrent et les solutions qui prometteuses. Vous avez mentionné le secteur privé, et j'aimerais revenir à Rudeba et lui demander quel est le rôle du secteur privé, quel rôle joue-t-il et pourrait-il continuer à jouer dans les pays à faible revenu? Est-ce que vous pourriez peut-être partager des promesses, des solutions? Oui. C'est réconfortant de voir que dans les marchés émergents, on reconnaît l'importance de ce problème. Il y a des actions qui ont été prises en plus des véritables besoins pour survivre, de survie. Donc, pour beaucoup de compagnies, c'est quelque chose qui a été très important. Par exemple, en avril, euh, l'IFC a publié, il y a quelque chose qui a été publié sur COVID-19 et les gardes d'enfants. Il y a donc ils ont décidé de faire quelque chose. La compagnie, à la suite de nos conseils, avait créé des services pour les enfants, pour ceux qui avaient des revenus faibles. Généralement, les garderies, c'est pour ceux qui ont pas mal d'argent.
pour ceux qui ont plus d'argent, mais cette compagnie a dit non. On a besoin d'un service pour ceux qui gagnent beaucoup moins d'argent, qui travaillent dans des usines, par exemple. Mais lorsque Covid est arrivé, ils ont dû fermer cette garderie pour des raisons de sécurité, des raisons sanitaires pour les enfants. Mais l'une des recommandations était de considérer d'offrir une infrastructure aux enfants des travailleurs essentiels. Donc, euh, donc il y a tous les systèmes de sécurité sanitaire sont en place pour les enfants, les infirmières, les docteurs, les enfants des docteurs, des enfants et de la police qui avaient accès à de cela, utilisaient ces infrastructures qui étaient destinées aux docteurs, aux infirmières, etc., pour les travailleurs essentiels. Et en décembre 2019, nous avons établi un partenariat avec ONU Women et fait quelque chose qui s'appelle Combler le fossé. C'est quelque chose qui a été dédié aux politiques favorables à la famille. On a fait une enquête, il y a 80 entreprises qui ont participé, il y a eu des exemples très intéressants. Au Bangladesh, ils ont réussi à créer un comité Covid-19 et ils ont utilisé l'application UNICEF Rapid Pro pour passer des messages aux mères. Et il y a également une autre association qui s'appelle Makan Yerevan qui a participé à cela pour subvenir aux besoins tout à fait particuliers à la crise du Covid-19. C'est l'une des actions qui ont été faites. Il y a également IBM Argentina. Les compagnies d'informatique dans le monde offrent des congés payés, des congés plus longs payés, en plus des congés normaux. Ils offrent ces congés aux mères et aux pères. Et j'ai trouvé un exemple très intéressant pour les banques en Italie qui ont développé un programme qui s'appelle Mama au travail. Donc, il y a des solutions financières pour faire face, pour soutenir les jeunes mères, pour les aider dans leurs besoins pendant la pandémie de Covid-19, lorsqu'elles essaient de réintégrer cette vie active. Et enfin, la semaine prochaine, le 16 mars, on a lancé un rapport qui s'appelle Tackling Childcare in Pakistan. Et ce rapport parle des engagements des employeurs favorables à la famille qui ont réussi à faire des progrès. Et c'était très intéressant de voir que pendant la pandémie, où il y avait tellement de problèmes, ils ont réussi à remplir, à faire progresser leurs engagements. Et il y a eu des bénéfices. Il y a eu des exemples qui ont été des bénéfices. Il y a une compagnie qui, pour la première fois en 70 ans, a commencé à offrir des congés de paternité payés. Et donc, il y a eu des campagnes de marketing qui ont été faites par la direction. Et c'est quelque chose qui s'est passé pendant la crise de Covid-19. Et ces compagnies au Pakistan ont offert des programmes de formation pour les parents, pour les pères et les mères, pour qu'ils partagent ensemble leurs problèmes, les défis auxquels ils avaient à faire face. Il y a une compagnie qui a commencé à réaliser que les services n'étaient pas ne convenaient pas à tout le monde, donc ils ont proposé des allocations. Et bien entendu, beaucoup de ces compagnies, pendant Covid-19, ont donné la possibilité d'heures de travail flexibles grâce à l'informatique et ont essayé à soutenir les besoins des parents. Et
il y a également, on a attaché beaucoup d'importance à la santé mentale pour les parents. Les mères, très souvent, ont beaucoup de stress et elles n'ont pas suffisamment de temps pour s'occuper d'elles-mêmes à cause de ce travail qui n'est pas rémunéré. Donc, il y a beaucoup plus de programmes de soutien qui essaient d'amener les parents, les enfants et le leadership ensemble dans des groupes de soutien. Et une chose que j'aimerais mentionner, qui a été mentionnée dans notre guide pendant COVID-19 sur les actions COVID-19, sur les actions qui pourraient être prises. Une chose qui a été mentionnée, c'est que la gentillesse, la compassion, la communication, c'est clé en ce moment. Quel que soit ce que choisit de faire l'employeur et quelle que soit l'importance de la compagnie, s'il reste, si cette compassion, cette gentillesse est la première chose qui leur vient à l'esprit au cours de cette interaction avec les mères qui travaillent, ça fait une différence énorme. C'est une chose que j'aurais mentionné. Merci, c'est des mots très sages, effectivement, et des solutions du secteur privé qui sont très intéressantes, qui semblent vraiment marcher dans ce contexte. Caroline, j'aimerais me tourner vers vous. Votre recherche a généré des preuves convaincantes sur les avantages de la garde d'enfants pour les mères qui travaillent. Est-ce que vous pourriez nous donner rapidement un résumé de cela? Et est-ce que ce modèle pourrait être développé? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien sûr, merci. Comme ça a été mentionné, on voulait voir si l'accès à des services abordables et de meilleure qualité pouvait aider les femmes dans leur perspective économique en réduisant leur fardeau. Donc, nous avons fait un essai randomisé divisé en 3 parties. On a donné des bons d'échange et pour voir si la qualité de ces garderies était importante. Là, 50% de celles qui ont eu des bons d'échange pour utiliser ces garderies. Et aux garderies, on a fait des formations pour augmenter la qualité qui était proposée. Et on a vu que les femmes utilisaient cela et ça a eu un effet politique, un effet positif. 80% des mères qui ont reçu les bons ont envoyé leurs enfants dans ces garderies. Et on a trouvé que même les mères qui n'avaient pas eu ces bons d'échange, plus de la moitié, environ 58%, ont quand même envoyé leurs enfants dans ces garderies. La demande se reflète également dans le nombre de garderies disponibles. Sabrina a mentionné qu'il n'y a pas vraiment de recensement très clair, mais on a identifié 48 garderies bien établies et enregistrées. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Quels sont les résultats? Les femmes qui ont reçu le voucher, le bon d'échange, ont utilisé ces bons d'échange et on pense parce que les femmes qui ne sont pas mariées travaillaient déjà, donc c'est pour ça qu'elles sont moins présentes. Experienced a 24% increase in earnings, and that translates to about $6 a month, which can be quite substantial in our setting. And finally, we found that on average, there was no increase in the number of hours worked, which Donc, les femmes qui recevaient les bons étaient 17% plus à même de s'engager dans des travaux rémunérés. C'était particulièrement vrai pour les femmes mariées, étant donné que les femmes qui n'étaient pas mariées travaillaient déjà avant. Ensuite, les femmes qui ont reçu les bons ont connu une augmentation de 24% de leurs revenus, ce qui s'est traduit par une augmentation de $6 par mois, ce qui peut être substantiel. Et finalement, qu'en moyenne, il y avait une augmentation du nombre d'heures travaillées, ce qui suggère qu'elles arrivaient à avoir de meilleurs emplois. Donc, nous avons effectué une analyse coût-bénéfice qui a montré que les bénéfices totaux, amélioration des revenus,
réduction des frais de garderie, plus de temps libre pour les mères, et que ceci donc était très avantageux et permettait donc de représenter à peu près 90 $ par enfant par an. Et donc, la garde d'enfants subventionnée est une solution très rentable pour améliorer les perspectives économiques des femmes. Est-ce que le modèle peut être mis à l'échelle? Nous pensons que c'est une approche rentable pour améliorer l'émancipation économique des femmes et qu'il peut y avoir un modèle qui peut être mis à l'échelle. Je suggère 2 pistes pour les pays à faible et moyen revenu, y compris le Kenya. Tout d'abord, beaucoup de gouvernements dans ces pays mettent déjà en œuvre des programmes de protection sociaux avec des transferts de fonds pour les groupes vulnérables comme les orphelins et les personnes âgées. Le fait de fournir des transferts d'espèces aux femmes qui ensuite, cet argent va être dédié au service de garde d'enfants. Et donc, c'est quelque chose qui peut être adopté. Ensuite, notre recherche a montré qu'il y avait une proportion importante de femmes qui, en tout cas à Karagocho, là où nous avons fait notre recherche, payent déjà pour une garde de jour. Dans le secteur de la santé au Kenya, nous avons vu des initiatives comme par exemple MTBA avec un téléphone mobile qui permet aux gens de mettre de l'argent de côté pour la santé. Et donc, un mécanisme similaire peut être développé pour les services de garde d'enfants avec des partenariats avec des entrepreneurs sociaux, des fournisseurs de téléphones mobiles et des gouvernements. Et donc, il est essentiel de considérer la qualité des services de garde d'enfants. Et je pense que le fait de fournir une garde d'enfants dans les centres qui soit abordable est une stratégie importante pour améliorer la vie et le bien-être des femmes et des enfants qui vivent dans des environnements informels en Afrique et d'autres endroits où les ressources sont contraintes. Et je pense qu'il y a plusieurs opportunités que les gouvernements, les partenaires et d'autres acteurs peuvent exploiter pour traiter de la question de la crise de la garde d'enfants. Alors, merci beaucoup. J'ai quelques recommandations que j'ai vues donc dans la conversation en ligne. Certaines de ces recommandations, tout d'abord, le fait de mettre en œuvre des politiques et des actions qui vont réduire le travail non rémunéré, cibler les garçons et les hommes pour une masculinité positive et que les gouvernements doivent adopter des actions pour les femmes qui sont touchées donc par la pandémie. Ce sont les recommandations que l'on a vues dans la conversation en ligne. Il y a également des questions. Ça, c'est très bien. Je voudrais vous lire ces premières questions. Une question pour tous les membres du panel. Ça serait bien si le panel pouvait parler de la façon avec laquelle on pouvait mettre en avant la qualité de la garde d'enfants et réduire le fardeau au niveau mondial, en particulier dans les forums sur l'égalité des sexes. Alors, je pourrais peut-être poser cette question à tous les membres du panel, mais je voudrais peut-être commencer par Kate. Vous voulez que je répète la question? Oui, oui, au moins une fois, merci. Alors, ça serait bien si le panel pouvait parler de la façon avec laquelle on pouvait mettre en avant des soins de garde d'enfants de qualité et pousser l'agenda de l'égalité des sexes au niveau mondial. Alors, c'est une très bonne question. C'est une question essentielle. Je ne vais pas parler spécifiquement du forum de l'égalité des sexes, mais on s'est rendu compte en effectuant notre recherche pour ce rapport et en parlant avec des experts en matière de garde d'enfants, y compris Sabrina et des collègues, nous nous sommes rendus compte que les données que nous avions sur l'impact du Covid et sur la crise de la garde d'enfants sont préliminaires, que ça ne fait qu'1 an en fait. Donc, on a besoin de davantage de données, de recherche pour mesurer l'impact et les solutions. Et donc, j'ai vu également cette question dans la conversation en ligne. Pour les données disponibles dans les zones rurales, dans les environnements informels. Donc, je dirais qu'il faudrait partager les pratiques, en particulier pour les pays à faible et moyen revenu, pour qu'ils puissent obtenir
des conseils sur les méthodologies les plus efficaces pour recueillir les données dans le domaine de la garde d'enfants et pour la production de recherches et de données probantes dans ce domaine. Car ce n'est que par le biais de ces données qu'on va pouvoir commencer à démontrer l'impact des différentes solutions. L'aspect économique, par exemple, pour pouvoir investir dans certaines de ces solutions, ainsi que en ce qui concerne l'aspect de l'égalité des sexes et pour la prise de décision. Donc, il faudrait augmenter le recueil de données et la recherche pour pousser l'agenda au niveau mondial. Je voudrais demander à Rudaba, j'ai d'autres questions pour Caroline et Sabrina, mais Rudaba, d'un point de vue international, pour la société financière internationale, d'après vous, quelle serait la meilleure approche pour pousser cet agenda au niveau international? Merci pour cette question. Il y a tellement d'approches possibles. Une des approches, c'est de mettre sur pied un groupe de travail mondial avec Sabrina, le CRDI. Donc, mettre sur pied un groupe, y compris l'UNICEF, Golden Sachs, l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire toutes les matières grises existantes dans ce domaine. Donc, regarder leur expertise et développer un guide mondial sur ce que peuvent faire les employeurs pour soutenir les besoins de leurs employés, y compris pour les familles. Quand on a fait ce travail, les employeurs sont venus nous voir en disant: alors nous, on fait des chaussettes, par exemple, qu'est-ce qu'on connaît sur le soin? Parfois, ils comprennent le modèle, mais ils ne savent pas véritablement comment est-ce qu'ils vont pouvoir mettre les choses en pratique, en particulier pour les sociétés les plus petites qui n'ont pas accès au financement. Donc nous avons développé ce guide avec l'expertise de 30 organisations et ce guide est devenu une référence dans beaucoup de publications. Ça a été utilisé par des sociétés, par le secteur privé, par les employeurs, par le secteur public également. Donc ça, c'est une approche. Je crois que l'IFC se rend compte que nous avons cette possibilité donc d'établir des réseaux et de mettre sur pied des pratiques. Et puis une autre approche, quand on travaille avec des sociétés, et j'ai mentionné de la collaboration au Pakistan, un des engagements pris par ces sociétés a été de parler de l'importance des soins et de la garde d'enfants. Pourquoi est-ce que c'est important pour l'activité qu'il y ait une garde d'enfants? Pourquoi c'est important pour les employés? Et de toutes les plateformes internationales. Donc, ces sociétés ont parlé, donc ils ont donné des entretiens, ils ont participé à des panels. Donc, quand il y a un nouveau PDG ou un autre employeur, à ce moment-là, les sociétés vont en entendre parler, plutôt que ce soit moi qui en parle ou une ONG qui en parle. Donc, on a poussé les sociétés à en parler dans tous les forums nationaux ou internationaux, dans toutes les conférences. Ah, ça, c'est un très bon conseil. Et le fait de partager ces succès, ça donne de l'espoir aux gens, que vous soyez une petite organisation, quand vous comprenez que le bien-être de vos employés, ça va avoir un impact sur vos résultats, alors ça va vous inciter à améliorer ce bien-être. Alors maintenant, je voudrais passer à la deuxième question pour Caroline et Sabrina en particulier. Les problèmes que vous avez décrits ont existé de longue date. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté politique de la part des gouvernements, pas simplement d'effectuer des investissements philanthropes? Caroline? Oui, je pense que les gouvernements sont intéressés à investir dans le domaine des services à la garde d'enfants. Lorsque nous avons effectué notre recherche, nous avons parlé au City County à Nairobi. Donc, la petite enfance est du ressort du City County au Kenya.
et ils étaient très intéressés par notre projet. Et ils ont mentionné un de leurs défis, c'est-à-dire que il y a toutes ces recommandations internationales, mais ils savent que beaucoup des environnements ne répondent pas à ces normes. Et ils étaient très intéressés de savoir comment est-ce que notre recherche pouvait soutenir ces gardes de jour. Et c'est des gens du gouvernement qui travaillaient avec nous, qui ont surveillé au quotidien les activités. Et dans nos conversations avec eux, ils se sont montrés assez ouverts à une collaboration avec nous dans le domaine de la petite enfance pour soutenir donc l'aide aux gardes d'enfants. Sabrina, je voudrais revenir sur cette question internationale. Je crois que Rudaba a dit à juste titre qu'il y avait une importance à accorder les efforts, mais l'approche de la base est importante également. Parce que souvent, les mesures sont prises au sommet, elles n'arrivent pas à la base. Pour les gouvernements, je pense qu'il y a davantage d'appétence à soutenir les services de garde d'enfants. Aujourd'hui, ça ne vient pas du Covid, mais parce qu'il y a des élections au Kenya l'année prochaine. Et je pense que c'est une triste réalité. Ça fait des années qu'on parle au gouvernement du comté de cette question. Et le problème, c'est que la question de la petite enfance au Kenya, donc, c'est pour les enfants qui ont 3 ans. Et quand on pose la question, ils nous disent ces enfants devraient être à la maison avec leur mère. Et quand on leur dit mais les mères travaillent. Donc il y a besoin de montrer en fait la réalité. Mais je pense qu'il y a un élan qui est en train de naître. Il va y avoir des centres de garde qui vont être développés et nous sommes très heureux de cela dans 3 comtés sur 7. Et donc, il n'y a pas beaucoup de soutien pour les zones périurbaines ou les zones rurales parce que les gouvernements ne reconnaissent pas la réalité du fait qu'il y ait des mères qui travaillent. Alors la réponse est oui et non, mais c'est notre situation. Je voudrais mentionner brièvement un exemple en Jordanie où le Conseil national pour la main-d'œuvre. En fait, ils ont un programme où ils vont mettre sur pied des opérations ainsi que des installations de garde d'enfants dans les zones rurales. C'est un partenariat privé-public avec les gouvernements. Le gouvernement va travailler avec les sociétés. Nous avons travaillé avec une de ces sociétés en Jordanie. Et en fait, j'ai rendu visite à ce centre de garde d'enfants. Et la société donc s'est étendue dans cette zone rurale, a mis sur pied cette garderie et les femmes ne voulaient pas l'utiliser. Leur première réaction était de dire non, on préférerait avoir une subvention. Donnez-nous 24 dinars jordaniens, par exemple. Mais la société a mis sur pied une petite garderie parce qu'il y a une exigence juridique en Jordanie qui force les employeurs à fournir un service de garde d'enfants. Et ensuite, par le bouche à oreille, quand les femmes ont vu que c'était bénéfique pour leurs enfants d'être dans cette garderie, qu'il y avait un médecin, une infirmière, qu'elles pouvaient allaiter, qu'il y avait des jeux, des repas, etc. Donc, en fait, le bouche à oreille a fonctionné merveilleusement bien. Et après, il y a eu trop de femmes qui voulaient utiliser cette garderie. Maintenant, il y a une file d'attente. Donc, il faut parler au gouvernement, aux investisseurs pour voir comment ils peuvent étendre cela
à 50 autres enfants. Et pour beaucoup de femmes, c'était leur premier emploi rémunéré. Donc, pour beaucoup de ces femmes, ça a été leur premier emploi rémunéré et la première fois qu'elles utilisaient des services de garde d'enfants. Donc, il pourrait y avoir un programme comme cela où le gouvernement s'associe avec les sociétés pour mettre sur pied une installation de qualité, même dans un environnement rural. Ah oui, c'est tout à fait intéressant. Surtout que les personnes les plus pauvres sont souvent dans les environnements ruraux et le fait de mettre sur pied des installations dans ces environnements, c'est extraordinaire. On pourrait peut-être en lire davantage. Peut-être si vous avez un lien à partager, c'est très encourageant. J'ai encore quelques questions, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, je voudrais maintenant vous poser une série de questions qui a été posée dans la conversation en ligne. C'est pour tout le monde, pour tous les membres du panel. Alors, ouvrez vos oreilles. Dans les pays où il y a une faible appétence pour l'investissement dans les gardes d'enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel pourrait être l'élan donné au gouvernement? Comment est-ce qu'on peut changer les choses en termes d'égalité des sexes? Je crois que Sabrina a parlé des normes. Même si les centres de développement pour les enfants existent, mais que les femmes ne veulent pas les utiliser ou que l'idée de la société, c'est que les enfants devraient rester à la maison, ça, c'est des domaines auxquels il faudrait s'intéresser. Donc, quelles sont les actions qui devraient être entreprises? Vous pouvez y aller. Ou alors, il y a trop de questions? Non, je pourrais peut-être essayer de partager mon opinion. Je crois que c'est essentiel, pas simplement pour le secteur privé, mais également pour le gouvernement. Qu'est-ce que l'on perd lorsqu'on n'investit pas dans les services de garde d'enfants et que les femmes ne sont pas dans l'économie? Et qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on gagne quand on le fait? Des discussions avec des organisations de la société civile et des gouvernements nous ont montré que c'était important d'écouter la voix des femmes. Et je crois que Kate a parlé de la nécessité d'avoir des bonnes pratiques dans la recherche et les personnes nous parlent de recherche participative où les femmes et les hommes qui ont euh, 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 connu donc cette question de la garde d'enfants partagent leurs expériences. Même au Kenya, bien sûr, il y a des élections, mais si les gouvernements peuvent entendre les citoyens se plaindre du manque de services de garde d'enfants, c'est important aussi. Merci, Caroline. Oui, merci d'avoir commencé, Caroline. Je crois qu'il y a un certain nombre d'obstacles, mais pour ajouter la conversation, donc un des plus grands obstacles, c'est le fait que euh, on va d'une élection à l'autre et il n'y a pas de réflexion à long terme. Et je crois que les avantages liés à la garde d'enfants, on ne voit pas ces avantages avant des années et même des décennies parfois. Et les officiels ne pensent pas de cette façon dans les gouvernements. Donc, il faut changer la perception concernant l'avantage à long terme. Ou alors, il y a peut-être des gains à très court terme qui pourraient inciter les gouvernements à donner la priorité aux services de garde d'enfants. Si pour des élections, les citoyens demandent ces services, les gouvernements vont écouter. Et il faut voir au niveau des communautés, au niveau des maires. Je crois que l'autre point, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes en position de leadership dans le secteur privé et dans le gouvernement. Dans les communautés où
qui se battent le mieux, c'est là où il y a un leadership féminin, que ce soit au niveau des volontaires. Ou, dans ces cas-là, les programmes décollent très rapidement. Les PDG femmes savent déjà que c'est très important. Donc, plus il y aura de femmes dans des postes de leadership au niveau communauté, au niveau du comté, au niveau du gouvernement, et plus ce point décollera rapidement. For all of you. So would you say that childcare is a silver bullet to addressing unpaid care? Can I start with Rudaba? Oh no, I have to kick this. I don't think so. To be very clear and honest and candid, even in the work that IFC does, we always say that childcare just on its own might not have the impact. For example, in the workplace, if it's not accompanied by, let's say, paid leave, maternity protections, breastfeeding support, safe transportation for mothers and children to, especially if they live, far away from the work site and there's on-site childcare. How do we bring en particulier s'ils vivent loin de leur lieu de travail. Donc, il faut y avoir des heures de travail flexibles, plus de femmes au pouvoir, plus de femmes leaders à la tête des organisations. Donc, c'est pour ça que nous disons aux compagnies qu'il faut inclure cela dans la politique des compagnies et dans les stratégies des compagnies. Donc, quand on considère tout cela et vous considérez que les outils que vous avez pour créer un environnement favorable à la famille, favorable aux femmes, favorable aux enfants, et c'est un plan d'affaires durable, ça doit être inclus dans le système légal. C'est un impératif très important et c'est un impératif économique où tout le monde doit participer. Kate? Non. Non, je ne pense pas que c'est une solution miracle. Ce n'est pas une certaine... les femmes ont à faire face à un fardeau qui ne fait qu'augmenter et il y a d'autres dimensions au sujet de ce qui n'est pas rémunéré. Ce n'est pas seulement les enfants, s'occuper des personnes âgées. C'est quelque chose de vraiment très critique et il y a beaucoup de conversations autour de cela, mais c'est quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici, mais il y a beaucoup d'autres problèmes qui existent. Caroline, Sabrina, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Est-ce que c'est une solution miracle? C'est notre solution. Et il y a des cas où la garde d'enfants n'est pas nécessaire parce que les mères sont à la maison, mais on voit toujours le fardeau est toujours de façon n'est jamais proportionné. Donc c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui varie également selon les contextes. Tout à fait. Caroline, est-ce que tu aimerais avoir le dernier mot? Je vais me faire l'écho de ce qui vient d'être dit. Non, je ne pense pas que c'est une solution, mais je pense que ça fait partie de la solution. Je pense qu'il y a d'autres facteurs dont les femmes sont victimes au niveau du marché du travail et ces questions doivent être résolues également. Si les femmes n'ont pas l'eau courante, il y a beaucoup d'autres choses qui limitent leur engagement au niveau de l'économie.
Mais le garde d'enfants, c'est quelque chose qui est très important, ce n'est pas une partie de la solution. Merveilleux, merveilleux, merci mesdames, merci de vos points de vue, de vos remarques, des recherches que vous avez faites sur ce problème et que vous continuez à faire, et tous les chemins que vous essayez de trouver, et le leadership dans cette discussion dont vous avez parlé. Nous avons dit au début et nous avons répété cela, ce n'est peut-être pas la solution, mais c'est quelque chose de très important de résoudre l'un des fardeaux les plus importants au niveau du temps pour les femmes, au niveau des communautés, et les joueurs économiques doivent également participer au niveau de la société, et je suis sûr que nous continuerons ce débat. Et espérons qu'avec les centaines de gens qui sont ici aujourd'hui dans notre auditoire, vos pensées deviendront une partie de leur discussion. Les chercheurs, les décideurs, ce genre de recherche n'est peut-être pas ce n'est pas une chose très simple à faire. Il faut beaucoup de finesse, il faut beaucoup il faut de très importantes capacités, et je demande aux chercheurs, ceux qui font des recherches, d'utiliser ce qui vient d'être dit par nos panélistes, utiliser cela comme des conseils, comme des tuyaux pour la meilleure façon de conduire ces recherches, les recherches dans ce domaine de la garde d'enfants. Et parce que je pense qu'ils ont appris beaucoup. Je sais que j'étais avec Kate dans une autre discussion. Elle aussi a beaucoup appris sur la façon de poser les questions, la façon de se documenter et ce qu'on fait avec les données, comment on peut amplifier l'impact des données une bonne fois pour toutes. Donc maintenant, nous arrivons à la fin. J'aimerais vous présenter Cheryl Urban de IDRC Canada. Elle est la directrice générale du développement économique et des institutions financières internationales ici à Ottawa. C'est elle qui va faire des remarques pour terminer cela sur les problèmes des soins rémunérés et non rémunérés, et comment les soignants ont été intégrés dans l'économie. Est-ce elle est là? Oui, elle est là. Bienvenue Cheryl, c'est à toi. Merci, est-ce que vous pouvez m'entendre? Parfait. Merci, Eoredden. Pour cette invitation à participer à cet événement important. What a great panel discussion, and I commend the panelists who eloquently painted a very compelling picture. And I congratulate IDRC for bringing us together. As Sabrina said, we all need to talk to each other. Les prévues convaincantes partagées aujourd'hui nous démontrant à quel point les questions de soins, en particulier la prestation de soins aux enfants, sont importants à la fois pour l'égalité entre les sexes et la relance économique post-pandémie. Il est clair que la responsabilité disproportionnée et croissante des soins accordés par les femmes et les filles limite leur capacité à participer non seulement au marché du travail, mais aussi à l'éducation et à la vie publique. I was particularly struck by the contrast between the data showing. J'ai été particulièrement frappé par le contraste entre les données montrant comment le temps passé par les femmes et les adolescentes en soins non rémunérés a grimpé et les empêchant de travailler et d'étudier, mais seulement 8% des réponses économiques mondiales à la pandémie ont abordé les soins non rémunérés. Mais la discussion a également démontré qu'il existe de nombreuses occasions pour nous pour travailler ensemble, pour remettre en question le statu quo sur la question. Les preuves fournies aujourd'hui sur les différentes approches de la fourniture de services, que ce soit en Asie du Sud ou bien au Kenya dans des établissements informels, ont prouvé les opportunités d'investissement efficaces du gouvernement et du secteur privé pour soutenir les résultats pour l'emploi des femmes, le développement des enfants et le bien-être des enfants. Au Canada, les problèmes de soins étaient déjà une priorité avant Covid-19.
notre politique d'assistance internationale féministe souligne explicitement la nécessité de lutter contre les inégalités, en particulier dans le contexte des réalisations des objectifs de croissance inclusif. Plus récemment, la lettre du mandat de 2019 à laquelle notre ministre Karina Gold doit répondre au sujet des soins rémunérés et non rémunérés. Et en janvier, il y a une autre lettre qui a été envoyée. Nous savons que nous devons donner priorité à cela et nous sommes tout à fait engagés. Nous reconnaissons que la pandémie offre une occasion cruciale pour repenser la manière dont les soins aux enfants sont gérés au niveau des ménages, des économies de la société. Pour cette raison, les affaires globales Canada intensifient les efforts. Canada profite de l'occasion pour souligner l'importance de la prestation de soins alors que les pays travaillent sur les plans de relance économique. Nous adoptons une approche féministe et axée sur les droits humains pour garantir que nos programmes reconnaissant la valeur du travail rémunéré et non rémunéré lié à la prestation de soins. Et nous travaillons activement à réduire et à redistribuer les responsabilités de soins non rémunérés. Nous déployons aussi des efforts pour répondre aux droits et aux besoins de soignants rémunérés et veiller à ce que leurs voix soient représentées. Nous travaillons aussi à créer et à partager des prévus pour mieux comprendre les approches qui fonctionnaient en matière de prestation de soins. Et je tiens à souligner le travail crucial du CRDI et de ses partenaires à cet égard. Nous sommes également fiers d'appuyer le travail de la Société financière internationale pour faire progresser le dossier des services de garde d'enfants financés par les employeurs. Canada has been supporting, even before COVID-19, some le Canada il y a plusieurs projets, y compris avec les partenaires Plan et Oxfam, qui ont fait un travail extrêmement important pour inciter les hommes et les garçons à partager plus équitablement le travail. En ce qui concerne le service de garde d'enfants, nous avons travaillé avec TradeMech East Africa. Et pour essayer d'avoir des services dans les marchés urbains et frontaliers au Kenya, à la frontière du Kenya et de l'Ouganda. Au niveau politique, nous travaillons en partenariat pour faire avancer le programme de garde d'enfants au Liban. Il y a des plans d'action nationaux et une législation qui élimine la discrimination à l'égard des femmes sur le marché du travail. Je voudrais terminer avec un appel à l'action. La pandémie nous a amenés dans un endroit paradoxal où les soins n'ont jamais semblé aussi cruciaux, mais ceux qui les fournissent, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du ménage, sont de plus en plus vulnérables et ils ont besoin de nos soins. Investir dans les soins dans le cadre des plans de relance a le potentiel de stimuler les économies durables, de restaurer et de créer des emplois, de combler des écarts entre les sexes dans la participation du marché au travail et de contribuer à des sociétés et des économies plus résilientes. Erin nous a donné que ces histoires de succès nous donnent de l'espoir. Nous devons transformer ce paysage. Maintenant, le moment est venu d'attirer cette attention, de tirer parti de l'attention que la pandémie a accordée aux soins. Partout dans le monde, des plus vulnérables aux plus privilèges, l'importance des soins est désormais mieux comprise aujourd'hui. En conséquence, le soutien public s'accroît. Étant donné que les plus vulnérables sont les plus touchés par le manque d'accès aux soins abordables, il nous incombe de faire avancer ce programme. En cette journée internationale de la femme, engageons-nous à ce que reconstruire mieux soit féministe, considère les questions de soins et nous fasse avancer ensemble. Sur cette note positive, j'aimerais vous remercier et Much, Cheryl. What inspiring words. I got
Merci beaucoup, j'ai la chair de poule. Je vous remercie et merci à tout le monde dans le public d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à nos conférencières, à ceux qui ont organisé cet événement et à tous ceux qui sont dans les coulisses d'avoir pris part à cet événement. Et j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse journée internationale de la femme. Il n'y a pas grand-chose pour certains qui leur reste, mais pour certains, c'est toute la journée qui est devant vous. Et j'aimerais que cela reste actif, ce village dont nous avez parlé, que nous restions ensemble pour avoir une voix qui soit encore plus forte et qui pour pouvoir faire une différence. Je vous remercie beaucoup.